C'est bon. Alors, donc bonjour et puis merci de participer à ce webinaire. Nous allons parler des différentes options qui s'offrent à une entreprise étrangère pour faire des affaires au Brésil. Je fais quoi? Je fais Enter? Ok. Celui-là, vas-y? Oui. Ouais. Donc, tout d'abord, l'entreprise étrangère peut décider de percer le marché au travers d'un représentant local, tel qu'un agent, un distributeur, afin de limiter ses coûts, aussi de bénéficier de la connaissance du marché de ces personnes, de leur réseau et de leur expertise locale. Une entreprise pourrait aussi chercher des partenaires locaux ou non pour pouvoir se capitaliser, avoir de la compétence technique et négocier un contrat de consortium ou encore un contrat de joint venture avec ou sans création de société. Ça dépend évidemment de l'analyse de la situation pratique, des exigences réglementaires, par exemple de l'appel d'offres à laquelle la société participe. Ensuite, si la société a une bonne connaissance du marché local ou que pour des raisons contractuelles, comme ça arrive à certains de nos clients, elle soit obligée de s'implanter, d'avoir directement des opérations au Brésil, eh bien à ce moment-là, deux options s'offrent à elle pour qu'elle puisse avoir une présence locale de la société. Soit constituer une société au Brésil, soit demander au gouvernement brésilien l'autorisation pour la société française étrangère en l'occurrence de faire affaire directement au Brésil. Donc en pratique, la demande d'autorisation est longue et assez administrative et donc peu utilisée. Et reste l'option de la création de la filiale ou d'une société au Brésil. Alors, je vais passer rapidement à travers les différents types usuellement utilisés de sociétés. Vous avez la société à responsabilité limitée qui fonctionne de manière similaire à la SARL française. Il vous faut il faut au moins deux associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Elles peuvent être des associés étrangers. Il n'y a aucune restriction quant au type d'associés. Cependant, si c'est des étrangers, il faudra qu'ils soient représentés par un procureur résident au Brésil. Il n'y a pas de restriction au niveau du capital social, ni de minimum, ni de maximum. Et puis, il peut être payé, il n'a pas besoin d'être payé immédiatement à la création de la société. Les associés ont leur responsabilité limitée à leur injection de fonds, sauf pour ce qui est du capital qui doit être versé. À ce moment-là, pour le capital total, chaque associé a une responsabilité quant au versement de ce capital. Une fois le capital versé, les associés ne sont plus responsables sous réserve de certaines technicalités dont je vous parlerai éventuellement dans une autre intervention. La société est gérée par un administrateur. L'administrateur doit être obligatoirement une personne physique résidant au Brésil, ou alors un étranger qui a un visa de résidence permanent RNE. Ensuite, vous avez la formule entreprise à responsabilité limitée individuelle, qui est une formule simplifiée de la SARL, où vous avez simplement un associé, qui peut être une personne physique ou morale. Et la différence majeure, c'est que dans ce cas-là, le capital social doit être égal à un minimum de 100 fois le salaire minimum au Brésil, en vigueur au Brésil dans l'année de la création. En l'occurrence, on est à 95 400 pour l'année 2018. Ça change chaque année. Et la gestion doit être faite par une personne physique résidente au Brésil qui est l'associé ou non de la RELI. Ensuite, vous avez la SA, la société anonyme, qui a ses statuts régis par la loi 6404.
C'est une société qui est un peu plus sophistiquée en termes de fonctionnement et qui est ouverte au public ou qui peut avoir son capital aussi détenu par des associés privés. Il faut au moins 2 actionnaires qui peuvent être aussi des personnes physiques ou morales, étrangères ou locales. Les étrangères devront encore là être représentées par un représentant au Brésil avec une procuration signée, enregistrée. Et au niveau de son administration, donc c'est un peu plus stratifié. Vous avez un organe obligatoire qui est le comité exécutif, obligatoire dans les sociétés, qu'elles soient à capital fermé ou pulvérisé, qui est composé d'au moins 2 membres, qui sont des personnes physiques résidant au Brésil. Et vous avez le conseil d'administration qui, fait intéressant, peut être constitué par des non-résidents, dans la mesure où ces derniers sont représentés au Brésil. Donc encore là, ça permet, et c'est la seule axe d'entrée pour avoir dans l'administration, encore qu'elle ne soit pas l'administration, le day-to-day, qui est faite par le comité exécutif, c'est la brèche pour pouvoir avoir un étranger, un non-résident, qui soit sur un conseil des grandes, on va dire, des grandes décisions de l'administration. Ensuite, vous avez le conseil fiscal, qui est un conseil qui vérifie un peu les activités de l'administration de la société, qui est composé de 3 à 5 membres, personnes physiques résidentes au Brésil. Finalement, vous avez un autre type de société qui s'appelle la société en participation, qui n'est pas vraiment une société, c'est plutôt un outil pour la réalisation de projets qui est flexible et peu formel. Donc, il s'agit d'un contrat, en général écrit, qui est régi par le Code civil, qui a pour donc 2 associés, un associé qu'on appelle ostensible, qui est celui qui développe les activités de la société et qui a son nom, qui fait les activités en son nom. La société n'a pas le droit d'avoir une dénomination sociale. C'est lui qui est responsable. Et vous avez l'associé occulte, qui est celui qui va investir dans le projet, qui ne doit pas apparaître sous peine d'être responsabilisé, tout comme l'associé ostensible. Donc l'associé occulte a un rôle passif d'investisseur et l'associé ostensible est celui qui gère la société. Cette société peut être, ces 2 associés donc, sont soit des personnes physiques ou morales et il n'y a donc aucune forme spécifique pour la création. Elle n'a pas de personnalité juridique, mais par contre elle a un patrimoine distinct. Et fait intéressant et important, c'est que les profits sont traités comme des profits de société, donc comme non imposables lors de versement de dividendes. Et en fait, la société en général est créée pour un projet précis ou pour un objet déterminé ou un projet immobilier mais avec une très très grande flexibilité. Donc ça complète le portrait des sociétés utilement utilisées pour s'implanter, avoir une présence locale. Donc très très rapidement, je vous ai mis là le parcours qui n'est pas si complexe si on est bien au courant et qu'on commence bien le dossier dès le début. Donc on a bien obtenu toutes les informations sur les associés étrangers. À ce moment-là, c'est assez simple. On prépare des procurations pour les associés étrangers. Elles sont donc signées en France, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de la France. Après, elles sont envoyées au Brésil, on les fait traduire, on les enregistre. Et à ce moment-là, on a le droit de représenter cet associé étranger au Brésil et de créer la société. Parallèlement à ça, vous avez les démarches auprès de la Banque centrale pour la création d'une inscription à la Banque centrale, et vous allez aussi avoir la démarche fiscale pour être reconnu comme avoir une identification fiscale au Brésil, sans quoi on n'est rien. Donc pour un individu, c'est un CPF, et pour une société, un CNPJ. Ensuite, la discussion, la préparation du contrat social, l'acte constitutif ou des statuts en fonction de la société que vous aurez choisi.
Et puis, bon, il y a des vérifications à faire quant au siège social. Ça, c'est bien d'y penser en amont lorsque vous venez déjà pour voir avec la création, avec qui vous ferez faire affaire, vos clients, etc. Déjà de penser à ce genre de détails. Donc, dépôt au greffe, après les obtentions au niveau municipal et étatique en fonction de vos activités. Et puis les autorisations spécifiques en fonction de, encore là, votre domaine d'activité. Si vous avez besoin d'enregistrer la société au conseil d'architecture, d'ingénierie, et finalement l'ouverture du compte de banque. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée du parcours, pour s'implanter. Ensuite, je vais vous dire quelques mots maintenant, très rapidement, sur voilà, dresser un bref panorama des principaux impôts qui s'appliquent au Brésil, avec évidemment une emphase sur les impôts applicables lors de l'importation de biens, de services ou de marchandises ou de services. Donc il y a 3 paliers d'imposition, le niveau fédéral, étatique et municipal. Vous avez l'impôt sur les importations de marchandises, II, donc qui est dû lors du dédouanement du bien importé, et les taux varient en fonction de la classification qu'auront les biens dans le tarif commun du Mercosur, le NCM, qui est en fait basé sur le Harmonized System, le code HS, comme on appelle. Vous avez ensuite le IPI, qui est l'impôt sur les biens industrialisés. Donc celui-là, il est imposé lorsque la marchandise sort de l'usine ou lors de l'importation du bien et de son dédouanement. Les taux varient en fonction du caractère essentiel du bien. Plus le bien est essentiel, plus l'impôt sera moindre. Vous avez PIS/COFINS dans sa version importation, qui est l'impôt spécifique pour le financement des cotisations de chômage et la sécurité sociale. Il est imposé à l'importation des biens et des services. Et vous avez dans le domaine des services, le CID royauté, qui est un impôt spécifique sur l'intervention dans l'ordre économique, qui s'applique pour le paiement de royauté associé avec un transfert de technologie lorsqu'il y a des paiements faits à des non-résidents au Brésil. Alors le concept de royauté est très élargi et inclut les services techniques et les services d'assistance technique. Donc cet impôt est dû et payé par la société brésilienne qui contracte les services avec la société étrangère. Ça, c'est important de le noter parce que lorsque vous rédigez vos contrats, il faudra voir comment seront pris en compte ces charges fiscales pour ne pas avoir de surprise, et notamment avec ce dernier point que je voudrais mentionner tout de suite et qui est important parce qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent et qui se retrouvent avec des surprises au niveau des retenues à la source. Donc là, je parle des taxes sur les revenus. Le Brésil adopte le principe de la source du paiement. Donc, lorsque une société brésilienne paie des services à une société française, elle doit retenir à la source un impôt. Et souvent, cela doit être prévu dans les contrats, comment va être assumée cette charge. Parce que sinon, le fournisseur français va se retrouver avec une déduction de 15% pour les services techniques et de 25% pour les services généraux. Ensuite, vous avez les impôts. Le principal impôt des États, c'est donc l'ICMIS, qui est l'impôt sur la circulation des biens et marchandises, le transport intermunicipal et interétatique et la fourniture de services, notamment de communication. Donc, les taux varient en fonction des États et du type de service. Et vous avez finalement l'impôt sur la fourniture de services, qui est payé par le prestataire de services
Et ces taux varient. En fait, ici, il y a un minimum et un maximum. Donc le minimum est de 2% et le maximum est de 5% pour éviter une guerre fiscale entre les municipalités. Alors, je vous dirai juste un petit mot maintenant sur le régime fiscal spécial de Repetro dont a parlé Maxime rapidement tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est un régime qui a pour objet de vraiment favoriser l'investissement dans le secteur du pétrole. Alors, il y a en ce moment, il y a des règles de droit transitoire jusqu'au 31 décembre 2018. C'est pour ça qu'on a deux régimes en ce moment. On a le Repetro et le Repetro-SPED. Le Repetro, qui est donc l'acronyme de régime douanier spécial d'exportation et d'importation de biens destinés à l'activité de recherche et extraction de gisements de pétrole et gaz. Donc on peut s'inscrire pour essayer de se qualifier jusqu'au 31 décembre 2018 et le régime donnera des bénéfices fiscaux jusqu'au 30 décembre 2020. Et vous avez le Repetro-SPED, on peut se qualifier à partir du 1er janvier 2019 et qui prendra fin le 31 décembre 2040. Alors pour information, le SPED du Repetro-SPED, c'est un système de tenue de livre digital qui a été mis en place en 2007 dans les sociétés et qui a pour objet en fait d'unifier plusieurs activités comptables et d'obligations fiscales accessoires. Donc son objectif était de moderniser les systèmes et d'assurer plus de conformité et donc un plus grand respect des règles comptables et fiscales. Donc le nouveau régime Repetro-SPED vise donc à une intégration avec ce système SPED. Donc au travers du Repetro et Repetro-SPED, le gouvernement fédéral peut octroyer des suspensions ou des réductions des impôts fédéraux II, IPI, PIS/COFINS et dans certains cas de l'impôt étatique ICMIS. Le régime Repetro-SPED s'applique aux machines, équipements listés dans l'annexe 1 et 2 de l'instruction normative du fisc fédéral, ainsi que par exemple les instruments, les outils, pour vous donner des exemples, des valves, joints, treuils, des appareils, pièces destinées à la recherche, à la production du pétrole et gaz, navires et embarcations pour l'exploration et la recherche, la production, le stockage du pétrole, plateforme pour le forage sur la production du pétrole et aux activités de support. Et pour bénéficier de ce régime, la société devra préalablement se faire qualifier au niveau et se faire autoriser par le fisc fédéral. Et il est prévu dans Repetro-SPED que les personnes pouvant requérir la qualification de ce régime sont donc l'opérateur, c'est-à-dire celui qui est détenteur de la concession ou de l'autorisation, par exemple, les personnes que l'opérateur va indiquer ou les co-contractants de cet opérateur qui vont donc fournir les services d'exploration, de production ou de développement. Un élément donc important est que dans tous les cas, la personne qui effectue l'importation est celle qui devra demander la qualification. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce régime parce que toute la procédure est détaillée dans l'instruction normative. Mais notons simplement que le fisc ne concédera pas le bénéfice dans certains cas. Notamment, il faut que la société soit évidemment en règle avec ses obligations d'écriture fiscale digitale, qu'elle soit en règle avec l'administration fiscale, qu'elle ne fasse pas partie d'un régime simplifié fiscal qui s'appelle le simple, et qu'elle soit inscrite au régime du commerce extérieur dans la modalité illimitée, c'est-à-dire qu'elle puisse faire des importations sans limitation. Évidemment, c'était vraiment un survol très très rapide de ce régime douanier
et ainsi que des impôts, étant donné des limites du temps. Donc, je conclurai ici ma présentation. Je suis disponible pour les questions et aussi, si vous voulez définir à l'avenir une stratégie d'entrée sur le marché brésilien, on peut réfléchir également aux éventuelles questions fiscales et potentielles exemptions applicables, le cas échéant. Je vous remercie.